Bonjour. Alors, si on considère que, en fait, le séminaire numéro un, c'est le numéro zéro, parce que ça présentait un peu l'ensemble, disons, du projet, hein, de présenter l'œuvre sur, sur 15 livres, 15 sujets. Ben là, c'est plutôt c'est le vrai numéro un, parce que, je vais essayer de m'attaquer comme ça, verbalement, à la question de la parole. C'est-à-dire, la question de la parole, comme je l'ai un tout petit peu indiqué dans le numéro zéro, à savoir la question de la parole comme la difficulté même de la condition humaine, c'est-à-dire que nous aimons parler, nous ne voudrions pas arrêter de parler, nous ne voudrions pas être réduits à une robotisation où la parole serait fausse, ce serait de la communication machinique, mécanique. Mais en même temps, même si nous ne voulons pas, nous voulons aussi arrêter de parler parce que c'est dur de parler réellement, vraiment, c'est-à-dire indirectement, c'est-à-dire c'est pas une question d'intentionnalité, hein, comme certains l'ont dit. C'est une question de pratique, c'est-à-dire que la parole elle-même, elle est adressée ou pas, elle est en fait responsable ou pas, elle peut être mensongère et responsable. Hein. La vérité, et le mensonge n'interviennent pas là-dedans. On peut être obligé de, de pratiquer un mensonge pour adoucir les angles, pour etc. Mais je pense qu'il y a des difficultés plus profondes et plus intrinsèques, plus fondamentales dans la parole. Difficulté qui fait que, en fait, nous sommes obligés de nous en protéger d'une certaine façon. Nous en protégeons par ce que Freud a appelé l'inconscient, c'est-à-dire en fait par quelque chose qui nous permet de dormir, alors que la responsabilité de la parole, hein, comme acte, comme speech act, hein, comme disent les Anglais, la parole comme, si vous voulez, essentiellement destinée à nous engager par rapport à autrui et réciproquement. Nous nous engageons dans l'engagement présumé être celui de l'autre, à qui je parle, mais qui, quand je lui parle, va me répondre, ou m'a déjà parlé avant, et d'une certaine façon partage cette responsabilité. C'est une sorte de co-responsabilité, vous voyez, sur la continuation, on va dire, d'une conversation qui serait une conversation justement d'engagement mutuel dans la parole, et pas seulement oui, de bavardage, ou ces choses qui sont importantes, qui doivent être soutenues, même si elles sont soutenues par des procédés rhétoriques, par des ruses, par des... Pourquoi? Tout simplement parce que nous nous heurtons à l'incertain, à l'incertitude sur lequel justement il faut nous engager, et que nous avons un certain nombre de possibilités pour le faire, y compris d'ailleurs la pirouette, y compris l'humour, y compris la poésie, y compris des tas de choses qui nous permettent de dissiper, pas de, comment dire, d'apprivoiser un petit peu ce cheval endiablé qu'est la parole, enfin, qu'on a beaucoup de mal à maîtriser, parce que c'est lui qui nous maîtrise, hein. C'est pas nous tellement qui parlons, c'est la parole qui nous parle d'une certaine façon. Bon. Alors ça, quand c'est individuel, on se débrouille avec ça au long de notre vie. On essaie de trouver une stabilité aussi dans des rapports que nous avons avec des gens que nous voyons, des proches, des gens que nous aimons, voilà, avec lesquels nous sommes obligés de cette façon à la fréquentation. Et puis il y a le collectif, parce que le collectif ne parle pas. Seuls les individus parlent. Mais lorsqu'ils parlent, ils deviennent d'une certaine façon la condition même de l'existence du collectif. Un collectif qui contraindrait ses membres à ne pas parler ou à se taire ou à cacher ce qu'ils pensent et ce qu'ils dans des conversations souterraines. On sait très bien ce que ça donne. Ça donne le totalitarisme et ça donne quelque chose d'affreux. Quel que soit d'ailleurs, je veux dire, ça peut être religieux, ça peut être la religion scientifique, ça peut être la religion simplement du pouvoir. Mais de toute façon, nous ne pouvons pas supporter très très longtemps cela. Et en même temps, nous le supportons. Boétie disait, l'ami de Montaigne disait, vous savez, la fameuse référence à la servitude volontaire. Et alors après, il y a des gens, jusqu'à aujourd'hui,
pour s'étonner de cette servitude. Pourquoi est-ce que nous aimons cette servitude? Pourquoi est-ce que nous la préférons à, à la libre parole, de cette façon, hein? Parce que justement, la libre parole est une obligation. C'est paradoxal, c'est-à-dire que nous avons l'obligation de parler comme des sujets libres de leur parole. Parce que si nous ne faisons pas cela, la parole n'est pas valide. C'est comme si elle n'avait jamais existé. Et cet engagement est inconfortable. Unbehagen, c'est ce que disait Freud, c'est sa principale découverte. C'est sa principale découverte parce que c'est inconfort et structural. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas l'éliminer. Vous pouvez le tamiser, l'adoucir, l'étaler, le diluer dans le temps. Vous pouvez faire plein de possibilités qui sont d'ailleurs très utiles. Mais vous ne pouvez pas l'annihiler. La condition humaine est inconfortable. Elle est inquiète, non quiète. Voilà. Alors nous cherchons la quiétude, bien sûr. Mais d'une certaine façon, pourquoi? Et c'est vrai que la question, si vous voulez, qui est posée par la Boétie et que reprend par exemple aujourd'hui Roland Gori, mon ami Roland Gori, ben, c'est pourquoi est-ce que nous acceptons de vivre dans la servitude? Pourquoi est-ce que nous précipitons d'une certaine façon dans les conditions qui nous asservissent? Alors lui, quelquefois, il a cette explication. Au fond, c'est parce que c'est plus simple. Mais je ne crois pas que ce soit plus simple. Ça nous engage au contraire dans des difficultés encore plus épouvantables. Nous n'arrivons plus à nous en sortir. Et plus nous avons choisi la voie de la drogue, de l'endormissement consumériste, voilà, du suivisme politique, etc. Et plus, en fait, nous sommes confrontés à un moment donné à la nécessité d'en sortir. On me dirait, c'est parce que nous différons ça dans le temps. Bien. En attendant, nous sommes tranquilles. Pas vraiment, pas vraiment. Je crois qu'il y a immédiatement euh, des mauvais rêves, immédiatement des sentiments de culpabilité, des rancœurs, des ressentiments, des angoisses. Voilà. Et à ce moment-là, nous rentrons plutôt dans un dispositif qui est le dispositif de ce que Freud appelait le refoulement, mais le refoulement et le refoulé, disent certains psychanalystes, c'est la même chose. Autrement dit, le refoulement vous indique à vous-même et à ceux qui peut-être participent à votre propre analyse en quelque sorte, mais vous aussi, évidemment, vous êtes en première loge. Le refoulement, en quelque sorte, se désigne d'une certaine façon, désigne ce qui est refoulé. C'est-à-dire en fait, vous, comment dire, vous dénoncez d'une certaine façon votre propre refoulé en le refoulant, parce que vous le désignez. Parce que ça veut dire quoi? Vous allez prendre les choses dans un certain style, d'une certaine manière, pour régler certains problèmes, alors qu'en réalité, les problèmes, ils sont partout, et les problèmes liés à la parole, si vous voulez, en gros, on va dire, hein, se, je dirais pas se divisent, mais s'étendent, si vous voulez, sur quelques, quelques figures plus particulières de, de l'inconfortable. Alors, il y a, euh, je vais commencer par la dernière qui est la plus évidente et la plus difficile d'ailleurs à supporter.